Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition de la 6e saison des figures marquantes de notre histoire. Donc, après la Nouvelle-France, après le 19e siècle, le siècle des patriotes, après le 20e siècle, le siècle de la Révolution tranquille, cette 6e saison va être consacrée à des femmes et à des hommes qui ont défendu et qui ont incarné une valeur que nous chérissons tous et toutes, la liberté. La liberté dont il sera question durant cette 6e saison, au cours de nos 8 entretiens avec des spécialistes qui vont porter sur différentes figures marquantes, cette liberté, elle s'est déclinée de toutes sortes de façons. Pour certains, c'est le cas par exemple de Pierre Falardeau, le cinéaste dont il sera question cet automne, la liberté était surtout une valeur collective. Il s'agissait pour le peuple québécois de s'affranchir, d'acquérir son indépendance politique. Pour d'autres, comme par exemple le politicien Télésphore Damien Bouchard, très important avant la Révolution tranquille, la liberté qu'il chérissait le plus était une liberté individuelle. C'était la liberté de conscience, la liberté de penser par soi-même, dans un contexte où l'Église exerçait un magistère très important et pouvait contraindre certaines aspirations. Pour l'auteur, compositeur, interprète Pauline Julien, dont il sera aussi question cet automne, la liberté, c'était oui, une valeur collective, politique, elle était indépendantiste, on le sait, mais c'était aussi une valeur importante pour les femmes, des femmes comme elle, qui voulaient disposer d'elles-mêmes, faire ses propres choix. La figure marquante de ce soir n'a été ni une militante, ni une essayiste qui nous a proposé un livre sur la liberté. Mais elle n'a pas été pour autant une femme moins libre. Rose Ouellette est née à Montréal en 1903 et elle est décédée dans la même ville en 1996. Elle a donc complètement traversé le siècle. Rose Ouellette a été, vous le savez, une artiste du burlesque absolument exceptionnelle qui a fait rire des générations de Québécois et qui a aussi ouvert des portes à bien des femmes dans un milieu difficile, compétitif, comme celui, le milieu artistique, bien sûr. Ce qu'on sait un peu moins de Rose Ouellette, dite La Poune, c'est qu'elle a été aussi une femme d'affaires à une époque où les femmes étaient soit confinées au foyer comme mère de famille, soit des religieuses. Elle a été une femme d'affaires qui a dirigé pendant 25 ans des théâtres. D'abord le Quartier, et puis ensuite le National, qui existe toujours, qui a toujours pignon sur rue, mais le National qui était, de son époque, extrêmement couru et populaire. Donc, une femme d'affaires et une artiste qui a été très importante pour plusieurs générations. L'humour, vous en conviendrez, occupe aujourd'hui une place très importante au Québec. Certains disent qu'elle occupe peut-être trop de place. Quelle que soit votre position sur ce débat, sur cette question, on peut s'entendre sur un élément, c'est que l'humour dit beaucoup d'une société, dit beaucoup de ses principes, de ses valeurs, dit beaucoup aussi de ses tabous. En tout cas, c'est quelque chose que croit beaucoup notre invité, qui est devenu, au fil des années, un historien très réputé, très reconnu sur l'histoire de l'humour. Il a proposé des synthèses sur l'histoire du comique politique, du comique engagé. Il a aussi publié sur les caricatures, sur l'humour à la télévision. Il a collaboré à un livre sur les cyniques. Donc, notre invité, qui a peut-être un préjugé qui penche, qui s'intéresse davantage peut-être à l'humour plus engagé, plus politique, mais est aussi convaincu que l'humour de divertissement, que le burlesque, peut nous en apprendre beaucoup sur l'évolution d'une société. Il me fait donc très plaisir d'accueillir pour vous l'historien Robert Aird. Bonjour Robert, je ne peux pas vous serrer la main. On va respecter la distanciation. On est heureux d'accueillir à nouveau du public à la salle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec après une période de confinement. Là, on est en hybride, donc on est diffusé sur Facebook et on est aussi avec des gens présents dans la salle. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Alors, comme je le disais en introduction, les humoristes aujourd'hui dans la société québécoise occupent beaucoup de place, ils emmènent large. Je n'avais pas remarqué ça. Ah non, non. En tout cas, vous avez choisi un bon sujet de recherche parce que ça intéresse. Mais vous nous dites que c'est aussi un objet d'histoire. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'histoire de l'humour et qu'est-ce que, d'après vous, l'humour nous apprend d'une société? Bien, en fait, moi, c'est l'humour qui m'a amené à l'histoire Ah bon? et non l'inverse.
C'est d'abord les albums d'Astérix. Ma première passion en histoire, c'est la romantique. Et évidemment, en fouillant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'anachronismes que je me l'imaginais dans Astérix. Et même les Lucky Luke, où il y avait des capsules historiques à la fin de la bande dessinée. Et puis, il y a le frère à ma mère, mon oncle, qui habitait chez nous. Et puis, parfois, il sortait ses vieux disques des Cyniques, puis d'Yvon Deschamps. Ah oui. Et là, j'étais jeune, j'étais peut-être 9, 10 ans. J'écoutais ça avec lui et je posais des questions. Et sans s'en rendre compte, en fait, il me faisait l'histoire de la Révolution tranquille, mais à travers des blagues, à travers des sketchs, à travers des monologues. Tout à fait. Et je pense que c'est ça qui m'est revenu quand je me suis mis à tenter de trouver un sujet de maîtrise. J'avais l'histoire de l'humour. Puis j'ai trouvé rapidement mon angle d'approche. C'était qu'est-ce que ça nous dit? Je voyais que l'humour, c'était comme un baromètre qui mesure le pouls d'une population. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on remonte dans le passé parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratisation de la parole. Tout le moins pas aujourd'hui, à la limite, c'est l'extrême maintenant. Là. Mais donc, essayer, et puis l'humour québécois aussi est foncièrement populaire. On s'adresse au peuple, c'est le peuple qui s'adresse au peuple. Alors, c'est un témoignage, en fait. Que pense le peuple? Par exemple, les Fridolinaires de Gatien-Gélinas pendant la Seconde Guerre mondiale. On a un excellent témoignage de comment les gens vivaient au quotidien l'effort de guerre, par exemple. Et l'impact de l'effort de guerre aussi, les femmes qui vont travailler, etc., comment ça bouleverse le milieu familial et tout ça. Alors, c'est très parlant pour moi. Ouais. D'ailleurs, c'est ça. Je pense que ça va être votre premier livre sur l'humour, dans l'histoire de l'humour au Québec, de 1945 à nos jours. C'est vrai que jusque-là, il n'y avait pas eu beaucoup de travaux de ce genre-là au Québec. Vous étiez un pionnier dans le champ. Et dans ce livre-là, on voit, et je pense que ce n'est pas trahir votre pensée, on voit que vous avez un intérêt plus particulier pour, disons, l'humour plus engagé, plus politique. Comment s'appelait le groupe déjà qui était très populaire à ce moment-là, au moment de sortir le livre? Là? Les apartistes. Les apartistes, ça revenait, on parlait beaucoup de ça. Mais là, on va parler ce soir d'une artiste qui est, elle, du burlesque, qui n'était pas une artiste qui avait un engagement politique, en tout cas avéré, mais vous soutenez que quand même si c'est de l'humour de divertissement, il y a une portée sociale. Expliquez-nous. Bien, d'abord, juste le fait que l'Église condamnait ce type de théâtre-là, déjà, on fait il y a quelque chose là. Ouais. C'est peut-être pas si inoffensif que ça, finalement. Ouais. Et puis, on pourra peut-être y revenir, je ne sais pas si vous voulez qu'on l'aborde tout de suite, mais ce que l'Église y voyait, c'est d'abord, et ça remontait à loin, en fait, à l'époque classique, à l'époque de Molière. Vous voyez très bien dans le film Molière, le vieux film Molière, là, quand les conseillers de l'école, là, la direction de l'école d'un collège se rassemble et puis ils veulent condamner le carnaval. L'Église est encore un peu dans cet esprit-là, de voir la comédie comme une fourberie, parce que c'est le triomphe, en fait, de la fourberie, de la ruse sur la droiture. Et l'accent est mis sur les défauts. On se moque des défauts des humains. On ne devrait pas s'en moquer. On devrait être choqué. Donc, il y a une espèce de posture contre le rire qui, d'ailleurs, tant qu'à moi, se tirait dans le pied en agissant comme ça. Mais donc, c'est ce qu'ils perçoivent dans le burlesque. Ils vont condamner donc cette espèce de recours à la ruse, à la tromperie, qui est typique, qui est récurrent dans toute la majorité des comédies. Vous avez ce recours à la duperie, à la ruse. Et puis, le fait que le burlesque, c'est un théâtre populaire. Donc, on ne joue pas là les classiques, évidemment pas. Et on reflète les valeurs urbaines, les valeurs matérielles. Donc, les héros, par exemple, veulent gagner plus d'argent pour accéder au plaisir. En fait, on assiste à la société de consommation, à la société de loisirs. Et l'Église voit ses valeurs spirituelles, morales, traditionnelles, rurales, menacées par ça. En fait, c'est le rouleau compresseur de la modernité qui est là. Puis je pense que l'Église se sentait vraiment pris là-dedans. Donc, ils vont, les héros du burlesque, ils vont dans les boîtes de jazz, ils vont au cinéma, ils parlent d'argent. Ils boivent, oui, beaucoup. Ah oui, ça c'est clair. On a en tête un certain Olivier Guimond. Olivier Guimond, oui, le personnage de ivre dans le burlesque, c'est classique. Hein? Ouais. Donc, c'est ce qui agaçait beaucoup l'Église, les bien-pensants aussi, plus tournés vers la France. Donc, déjà, ça nous dit beaucoup, en fait, de l'époque. Alors, parlons un peu maintenant de Rose Ouellette. Qu'est-ce qu'on sait de ses parents? De quel milieu elle vient?
Elle vient de milieu très populaire. En fait, elle est née dans le Faubourg-en-Place, comme on dit. Ça, c'est Papineau, Frontenac, Sainte-Catherine, Ontario, dans ce coin-là. Là où ils ont construit le pont Jean-Cartier et la maison de Radio-Canada, ou plutôt l'ancienne. Donc, c'est un quartier qui était pas mal défiguré, disons, par ces constructions-là. Et c'est un quartier très pauvre, là où il n'y a souvent même pas d'eau courante, pas de bain. D'ailleurs, quand la Poune ils vont déménager sur Logan et il y a un bain. Ça, c'est un luxe. L'eau était pas chaude, par contre. Elle était froide, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on va dire que même plus tard, elle a pris son habitude de prendre sa douche à l'eau froide. Elle a pris cette habitude-là quand elle était petite. C'est pour ça qu'elle était tellement comme ça, tellement pleine d'énergie. Ouais. Et sa mère, elle s'appelait Joséphine Lasanté. Et d'ailleurs, elle était plutôt en santé. Elle est morte en 83 ans, en 1951. Elle est née à Limoilou et elle travaillait comme cuisinière dans un bateau de plaisance qui faisait Québec-Montréal. Puis à un moment donné, elle a décidé de rester à Montréal. Et puis son père, lui, c'est François Ouellet. Lui, il est né à New York. Et là, évidemment, on s'appelle tous les exilés, tous les ruraux qui quittaient la campagne, soit pour aller à Montréal ou aller en Nouvelle-Angleterre. Lui, il est né de cette famille-là d'exilés. Il va suivre les traces, en fait, de son frère aîné, qui est directeur du collège Mont-Saint-Louis. Donc, il va devenir frère. Mais, vous savez, une des bonnes raisons de défroquer, c'est l'amour, et c'est ce qui va lui arriver. Il se promenait avec les frères au Carré Saint-Louis, et il croisait Joséphine, qui, elle, était gouvernante pour une maison de bourgeois sur Sherbrooke-Chérier, dans ce coin-là. Puis, elle promenait les petits-enfants, là, il se piquait des petites jasettes. Hein? Puis, j'imagine les autres frères. Mais bref, après ça, donc ils sont tombés en amour, alors il a défroqué. Ce qui était quand même une marque de courage à l'époque. Il fallait le faire, c'était comme une espèce de gifle, fait à Dieu, si on peut dire. Et puis d'ailleurs, Rose Ouellet va décrire son père comme quelqu'un de très courageux, qui avait de l'audace, qui, surtout, avait l'esprit à la fête. Il dit, lui, si on organisait une fête puis son père ne venait pas, on annulait la fête, ça ne valait même pas la peine de la tenir. Donc, c'était un bout en train qui chantait, qui dansait, qui racontait des histoires. Alors que sa mère, c'était une femme très débrouillarde, parce que la Poune a dit, même si on était très pauvres, mon ventre n'a jamais crié famine, quand même. Alors, elle savait se débrouiller, disons, sa mère. Et puis, c'était une femme aussi assez droite, une femme honnête, très travaillante. Et la Poune était aussi très travaillante. Donc, on peut dire qu'elle retient tout ça de ses parents, hein, le côté travaillant, le côté bout en train de son père, évidemment, qui va devenir barbier après avoir été frère, qui va mourir plutôt jeune. Il va décéder à 42 ans. Donc, plutôt jeune. Ouais. Donc, Rose Ouellet n'est même pas encore adolescente, à la limite. Non, en fait, elle avait 9 ans quand il est mort. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, sa mère va se remarier 2 ans plus tard avec Joseph Baudouin, qui, je pense, est un charpentier. Et puis, elle a toujours dit que son beau-père était vraiment un bon père. Ça a été un super bon père de substitut. Elle a des très beaux souvenirs de ça. Mais lui aussi, il va mourir jeune. Ouais. Il va mourir plutôt jeune d'un accident. Rose Ouellet ne décrit pas l'accident d'un accident bête. On ne sait pas c'est quel accident, mais il était charpentier. Alors, je ne serais pas surpris que ce soit un accident de construction. Et quelle formation elle reçoit? Comme elle vient d'un milieu plus populaire, est-ce qu'elle s'en tient au primaire? C'est quoi la formation qu'elle a? En fait, c'est comme la grande majorité des enfants de ces quartiers-là, c'est 6e année. Dans son cas, c'est 6e année, mais avec beaucoup de journées manquées. Parce qu'elle faisait l'école buissonnière. Elle s'est fait mettre dehors de 3 écoles. Elle était, en fait, on dirait aujourd'hui qu'elle est hyperactive, puis on lui donnerait du Ritalin. Mais à ce moment-là, ça n'existait pas. Alors, où elle rentrait de ses patins à roulettes dans l'école, puis après, dès qu'elle pouvait, elle sortait de l'école avec ses patins. Quand il y avait des cours de cuisine, elle mettait le feu à la cuisinière par accident, mais bon. Elle n'a jamais été un cordon bleu comparativement à sa mère. Et les sœurs la mettaient dehors. S'il y avait un gamin qui osait l'intimider ou intimider une de ses amies, il se magasinait un poing sur le nez. Alors, imagine un enfant un peu quand même turbulente. On rappelle les quartiers, les enfants qui jouent beaucoup dans la rue. C'est quand même un taux de mortalité de 26,8 chez les enfants. C'est énorme. Un enfant sur 4 ne franchissait pas la première année. Et puis, Rose Ouellet, sa mère, elle a eu 21 enfants, dont 4 seulement ont atteint l'âge adulte. Alors, ça donne une idée de la dureté de la chose. Hein?
la scarlatine, la diphtérie. Il a grandi dans quel quartier déjà? Faubourg-Anglès, en fait. C'est ça. Ah, OK. Donc, elle va rester dans ce quartier-là. Oui, elle va rester, puis plus tard, elle va toujours rester à Montréal, en fait. Plus tard, adulte, elle va habiter Verdun, La Salle, Ville-la Salle, puis la rue Sherbrooke, dans le centre-ville, vers la fin de sa vie. Et là, elle va, par un concours de circonstances assez incroyable, elle va commencer presque en catimini une carrière sur les planches. Là. Racontez-nous sa première présence sur scène. Ce qu'il faut rappeler à l'époque, c'est que faire le métier de comédie, de chanteur, c'était pas bien vu. C'était d'ailleurs encore là l'Église, en fait, la position de l'Église qui comparait les comédiens pratiquement à des voleurs, puis les comédiennes à des prostituées. Alors, ça donne un peu une idée. Et la mère, la tante, en fait, à Rose Ouellette, qui est la sœur de sa mère, voit qu'elle a un talent pour chanter, elle chante vraiment bien. Alors, elle l'inscrit à l'insu de sa sœur dans un concours d'amateurs au Ouimetoscope. Ouimetoscope, c'était sur Montcalm et puis Sainte-Catherine. C'est la première salle à projeter des films, en fait, la première salle de cinéma au Canada. Et c'est fondé par Léo Ernest Ouimet, qui est un ingénieur électrique, un ingénieur en électricité, et qui a lui-même fabriqué, on dit que les Québécois c'est des patenteux, ça c'en était un, lui-même fabriqué son outil de projection. Alors, et c'est aussi une salle où il présente des concours d'amateurs. C'était très en vogue à l'époque. C'était une façon de se faire connaître puis peut-être faire carrière dans le domaine. On commençait par ça. Et ces concours-là, il y avait un peu de tout. Des dompteurs de chiens, des magiciens, des chanteurs, des monologues, il y avait tout ça. Et la Rose Ouellette elle va chanter la chanson « Le rêve passe », une chanson populaire de l'époque, et elle gagne le premier prix, haut la main, un gros 5 $ qu'elle remet à sa tante Mathilde en disant bon, j'ai rien dit encore à ma mère. Alors, elle a quel âge à peu près à ce moment-là? Elle a 12 ans. 12 ans? 12-13 ans, oui. Et elle va y retourner à ces concours-là. Elle va gagner à chaque fois le premier prix. Et à un moment donné, on dit c'est assez, parce que là, les mères, ils veulent te tuer parce que tu ne donnes pas la chance aux autres. Alors, on va lui donner une espèce de cachet pour artiste invité et on va l'encourager à aller voir dans d'autres théâtres. Mais avant ça, elle a travaillé dans une usine de textile, une usine de chaussures. Mais bon, après, au bout d'un an, là, la routine, elle n'aime pas la routine. Et au bout d'un an, ça ne marche plus. Et puis là, bon, elle veut animer un peu les pauses de dîner. Elle trouve ça un petit peu long. Hein. Alors, elle amène un accordéon. Puis, pendant la pause de dîner, elle monte sur la table, elle se met à jouer de l'accordéon et toutes ses ouvrières se mettent à danser et à chanter. Et ils n'entendent pas la sonnerie pour retourner à leur poste de travail. Mais le contremaître, lui, curieusement, il avait entendu la sirène. Alors là, il est rentré, puis là, imaginez la scène, l'autre sur la table en train de giguer. D'une adolescente? Une adolescente en plus. Et là, il l'a mis dehors. Ouais. Alors, c'est après ça que là, sa tante, je vais t'emmener dans des concours, peut-être que ça va faire un petit peu d'argent. Tout ça à l'insu de sa mère. Tout ça à l'insu de sa mère. Mais justement, faisons un petit pas de côté, puis parlons de la scène artistique du Montréal de cette époque, les années 10, les années 20. On a un souvenir peut-être des années 30, tout ça, mais à cette époque-là, on dirait que c'est surtout une affaire d'étrangers. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens français. Exact. C'est surtout quand c'est local, c'est amateur, plus souvent qu'autrement. Et c'est des troupes étrangères, des troupes américaines qui viennent, des troupes burlesques, qui viennent jusqu'ici. Mais là, il y a la Première Guerre mondiale. Et là, ils cessent de venir ici. Et là, ça va pousser des gens qui veulent faire ce métier-là à développer leur propre troupe, leur propre théâtre. Alors, ils partent de rien. C'est un peu comme le début de la télévision, dans les années 50. On part de rien, on construit nos propres spectacles, etc. Ça va se faire tranquillement. Mais déjà, dans les années 20, c'est quand même bien amorcé. Mais il y avait le Monument national, mais ça, c'était plus du traditionnel. C'était pas vraiment du burlesque. Il n'y avait pas de burlesque encore. Il va en avoir un peu plus tard. Il va y avoir le Starland, qui était au rez-de-chaussée du Monument national, où là, on va jouer du burlesque. Mais c'est encore beaucoup anglophone. C'est à partir des années 20 que ça va se franciser. Et c'est Arthur Petrie, qui est un directeur de troupe, et Olivier Guimond, qui va lui-même aussi avoir sa propre troupe. Olivier Guimond, père, oui. Et qui s'aperçoivent que la majorité sont francophones dans la salle, parce qu'il y a eu un exil rural encore là. Et là, Montréal devient de plus en plus, il y a plus de francophones qu'il y en avait en tout cas, et il occupe la majorité de la salle. Alors, on va commencer à franciser. On va lancer une phrase en anglais, une phrase en français, et on va faire le punch en français. Donc, on joue comme bilingue. Écoute, Justin Trudeau aurait jubilé, arrêtez pas de faire ça. Mais tranquillement,
on va finir vers le milieu des années 20, c'est seulement en français. Et justement, quand Rose Ouellette va obtenir ses premiers rôles, comment ça va fonctionner, là, ses premiers rôles, et comment va naître l'idée de la poune? Hein? Comment on va en venir à la surnommer comme ça? Exact. Ben, d'abord, elle va partir en tournée avec un cirque à l'âge de 15 ans. Et elle continue à faire ses chants, son petit numéro de chant. Là, après ça, elle s'essaie dans les théâtres. Son premier rôle, elle a fait une vache. C'est ça. Et elle avait invité toute sa famille à venir la voir. On ne t'a pas vu. C'est moi qui faisais la vache. Alors, c'est ce qu'on appelait des rôles d'utilité. Ah oui. Hein? Placer la chaise au bon endroit. Mais la poune, des fois, était discrète. Donc, la chaise n'était pas au bon endroit. Puis là, c'était Mme Duvernay qui lui a montré des trucs. Elle était assistante gérante du Métoscope. Et elle a beaucoup montré les ficelles du métier à Rose Ouellette dans ses débuts. Mais quand elle est venue pour s'asseoir, la chaise n'était pas là où elle devait être. Et puis, elle s'est retrouvée devant le public. C'était un mélodrame, c'était pas une comédie, malheureusement. Et puis, donc, elle commence comme ça. Et c'est Paul Hébert, en fait, qui était le directeur du King Edward. Ça, c'est un théâtre qui était situé sur Saint-Laurent, puis René Lévesque. Le bâtiment n'existe plus depuis longtemps. Et il engage Rose Ouellette comme deuxième, troisième comédienne. Et Paul Hébert, soit dit en passant, lui-même, c'était un comique, c'était Macaroni. Il y avait tous des noms. On parle de la poune, mais il y avait Tizoun, il y avait Pizzy Wizzy. D'ailleurs, l'animateur de Canjo prenait des notes au nom d'animateur, c'est excellent. Il y avait Balloon, Pic-Pic, bref. Puis, donc, lui, c'était Macaroni. Et donc, il engage Rose Ouellette comme deuxième, troisième comédienne. Et, à un moment donné, la première comédienne, elle se casse une jambe en glissant sur un trottoir glacé. Et là, on se demande qui va la remplacer, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui suggère Rose Ouellette. Elle dit, elle est toujours là, elle connaît les textes par cœur, elle connaît la pièce par cœur. Alors, on va l'engager. Puis, elle va tellement bien faire le travail que quand Germaine Lippé va voir venir, elle ne pourra pas, parce que c'est elle qui occupe le premier rôle. Et Paul Hébert va la présenter à Olivier Guimond. Et Olivier Guimond père, bien sûr, Tizoun. Et lui, il va remarquer le talent de Rose Ouellette pour le comique. Et il va en faire, donc, il y avait souvent deux comiques dans une comédie. Il y avait le Top Banana, puis il y avait le Second Banana. Je ne sais pas pourquoi Banana, ça vient d'où. Peut-être parce qu'il était drôle comme des singes, je ne sais pas. Mais, ceci dit, donc, il va, au départ, il s'appelait Casserole. C'était son nom de scène. Casserole. Et puis, lorsqu'il joue à Québec, au Théâtre Impérial, Olivier Guimond, il dit « Casserole, ça sonne pas bien, ça faut trouver un nouveau nom. » Et là, il lui vient le nom de Lapoune, qui était en fait le Jean Gabin, qui est un comédien français. Olivier Guimond le connaissait, puis il appelait sa fille Lapoune. Et là, c'est revenu à Olivier Guimond, il trouvait ça drôle. Et il l'appelait Lapoune. En plus, ça rimait avec Tizoun. Donc, c'est Tizoun et Lapoune, au Théâtre Impérial à Québec. Et c'est en revenant de ces séries de spectacles à Québec qu'elle rencontre le propriétaire en fait, du théâtre Le Quartier, qui lui dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un qui est un Libanais. Et il lui dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour diriger le quartier, le théâtre, pendant l'été. Et Rose Ouellette dit, OK. Et tout le monde autour dit, elle va se péter la gueule parce qu'elle n'a pas de troupe. Et le quartier est réputé pour se vider pendant l'été. C'est la saison morte. Mais la chance du débutant, on peut dire, d'abord, elle n'a pas de difficulté à engager des comédiens qui ne se trouvent pas d'emploi parce qu'il y a plein de théâtres qui ferment. La raison, c'est qu'ils ne respectent pas les nouveaux règlements. Il faut rappeler l'incendie du Théâtre Laurier, qui a fait 78 enfants qui sont morts. C'est un terrible incendie, sûrement une des plus grandes tragédies dans l'histoire du Québec, du moins avant l'élection de Pierre-Éliott Trudeau. Et j'aime la famille, ça paraît. Puis, donc, les théâtres ferment. Alors, elle a cette chance-là, donc elle peut engager des comédiens. Et elle va bien s'entourer. C'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. Et Juliette Pétry, d'ailleurs, c'est sa première straight faire-valoir, en fait, parce que le comique burlesque, faut-il le dire, en fait, ça serait bon de le souligner, c'est qu'en devenant Casserole et en devenant Lapoune, Rose Ouellette devient la première à jouer le rôle du comique. Oui, c'est ça. C'était jamais vu et ça ne se reverra même pas après. C'est ça qui est remarquable. Il n'y aura pas d'autres comiques féminins après Lapoune. En tout cas, pas dans le théâtre burlesque. Ouais. Et puis, son faire-valoir, ça va être Juliette Pétry. Et le comique burlesque repose évidemment beaucoup sur le jeu entre
le faire-valoir et le comique. Le faire-valoir, lui, il alimente le comique. Il nourrit le comique. Il va souvent même... C'est lui qui va décider quand la pièce se termine. C'est lui qui va des fois remettre le comique ça traque un peu parce qu'il s'éloigne un petit peu trop puis il fait trop de folie. Il joue un rôle central, en fait, mais plutôt ingrat parce qu'on préfère le comique. Mais le faire-valoir est vraiment fondamental dans le jeu de la comédie burlesque. Et vous retrouvez ça dans un dîner de cons, c'est la même affaire, bon cop, bad cop, de père en flic. Moi, je ne les ai pas vraiment connus parce que je suis un peu jeune, mais Denis Drouin, Olivier Guimond, c'est pour moi le couple par excellence que vous décrivez, du comique et de son straight man. Mais on voit bien, quand on voit les images d'archives de Denis Drouin, ça prenait un vrai talent pour garder le rythme, puis la focale, comme on dit, là, parce que là, c'est vrai, le comique pouvait faire des pitreries. Puis, Et ça arrivait à La Poune, d'ailleurs, elle était réputée pour ça. Des fois, elle piquait des scènes colères, évidemment, c'était acté. Puis quand elle piquait des scènes colères, Gilles Pitry avait compris assez vite qu'il fallait qu'elle sorte de scène, parce qu'elle revenait avec des objets qu'elle trouvait en arrière. Et puis, elle pouvait balancer ça. Et puis, il y a une comédienne qui, elle, n'avait pas compris qu'elle devait quitter la scène. Puis, elle a reçu quelque chose en arrière de la tête. Je pense que c'est une espèce de poulie que l'autre a... donc, la Poune a débarqué avec un faux fusil sur scène. Elle déplaçait pas mal de l'air, disons. C'est un jeu physique, beaucoup, le burlesque. Hein. Vous vous rappelez évidemment toutes les scènes de Louis Guimond en type ivre ou qui déboule des escaliers et tout ça. Bon, alors, c'est un jeu qui est assez axé sur le physique. Oui, c'est une espèce de canevas, peu de texte, mais tout est dans le jeu du comique. Tout est dans le jeu du comique, sa façon de marcher, sa façon de se cogner contre un mur, et puis tout est là. Et donc, c'est un talent pur. Donc, tu ne peux pas prendre le texte puis juste le déclamer. Il y avait très peu de texte, en fait. Oui. Ça, c'est intéressant peut-être d'y revenir. C'est que les troupes américaines, en fait, c'est seulement en anglais. Il y avait des maisons d'édition qui éditaient des comédies. Mais c'était plus des canevas. C'est des comédies, mais tu lis le texte puis ça ne te dit pas grand-chose, en fait. Tu as la difficulté à dire que ça, c'était drôle. Parce que les Américains écrivaient en parenthèse business. Ça voulait dire c'est le comique qui schloss, autrement dit, qui joue, qui improvise. Et puis ici, on disait ad-lib. Et d'ailleurs, dans les textes de Jean Grimaldi qu'on retrouve, on trouve des canevas. Et puis parfois, c'est juste les entrées-sorties que sur sa feuille. Ça ne fait pas des scénarios très développés. Exact. Je ne sais pas si ça passerait au Conseil des arts du Canada, par contre. Non, c'était effectivement... Mais c'était des scénarios très convenus. Hein. C'était un spectacle par semaine qu'il fallait organiser. Il n'y avait pas seulement la comédie, ceci dit. Hein, c'était... le national, en fait, on va finir avec le quartier, donc elle va vraiment, elle va rester là, en fait, jusqu'en 1936. Ou après, elle va le quitter, puis elle va prendre les rênes du national. C'est ça. On va y arriver, mais juste avant, un petit mot peut-être sur sa vie personnelle, parce que c'est une femme d'affaires, puis on sait que quand on se mariait à l'époque, on perdait un peu ses capacités juridiques de gérer une affaire, tout ça. Donc, juste sans rentrer dans les grands détails, mais dans le fond, elle va se marier, puis elle va se séparer, elle va avoir un enfant. Racontez-nous un peu. Elle se marie en 1926 avec un autre comédien, Marcel Decoy, qui lui aussi va lui apprendre beaucoup des choses du métier. C'est lui-même un comédien, elle va jouer avec lui. Et ils ont un enfant, Denise, en 1928, qui va aussi chanter un peu, elle va aussi participer un peu au spectacle de La Poune, mais elle abandonne le métier, puis elle s'en va vivre aux États-Unis plus tard. La Poune va se séparer de Marcel Decoy en 1929. Ils se séparent. Ils se séparent, mais en toute amitié. Ils vont continuer ils étaient mariés. Ils étaient mariés. Donc, ils avaient signé un contrat, mais quand on se séparait, ça représentait quasiment un bill privé au Parlement. Elle a eu une chance, que Marcel Decoy il est mort en 1942. Ah, ça, c'est de la chance, ça, pour donc, il est mort un peu tôt. Mais moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y avait une entente entre les deux. C'est que Rose Ouellette, en fait, elle va vivre une vie amoureuse avec sa collaboratrice, Gertrude Bellerive. Qui, d'ailleurs, c'est elle qui va y trouver son espèce de costume de jumper, puis ses souliers de couventine. Elle l'aide beaucoup, en fait, parce que La Poune a déjà dirigé un théâtre, s'est organisé, pensé les spectacles, auditionné, répété, et c'est un spectacle nouveau par semaine. Alors, c'est énormément de travail, et elle n'a pas vraiment la bosse des affaires pour ça. C'est Gertrude Bellerive qui va gérer les affaires, les budgets, puis comment respecter le budget, donc le côté plus production, peut-être, t'sais.
Et elles vont vivre ensemble, en fait. Une vie commune jusqu'à la mort de Gertrude Bellerive en 1971. Ah, oui. Et tout ça se sait de l'entourage de Lapoune. Marcel Decoy le sait. Tout le monde sait ça. Et tout le monde respecte ça parce que personne n'a dévoilé la chose. Parce qu'évidemment, dans le Québec de l'époque, conservateur et tout ça, ça ne l'aurait pas passé. Oui, mais là, c'est peut-être un détail, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais s'il est mort en 1942, puis ils se sont séparés, mais ils étaient toujours officiellement mariés, ça veut dire qu'il devait signer pour elle, probablement, quand elle embauchait des gens ou des choses comme ça. Exact, comme je dis, vraiment une entente de bonne aloi. C'était vraiment... Ils étaient restés amis. Elle le dit dans ses biographies qu'ils étaient restés amis. Vous avez dit elle a été au quartier, donc jusqu'au milieu des années 30. Oui, jusqu'en 36. Et ensuite, comment elle arrive au national, qui là va être vraiment... C'est comme ça que beaucoup de gens vont la connaître à cette époque. Absolument. Le national, c'était que beaucoup de gens allaient là. Ouais. Comment ça arrive? En fait, on lui offre d'abord la direction du théâtre national. Elle a eu un gros succès au quartier. Et puis, le national, en fait, on lui offre... une salle plus grosse, quoi? Oui, 575 places. Mais on lui offre un plus gros cachet. Il faut dire que là, on est dans les années 30. En fait, l'âge d'or du burlesque, c'est pas l'âge d'or pour tout le monde. Ils n'ont plus pour les comédiens, même si les salles sont pleines. Pour vous donner une idée, en 1928, le cachet d'entrée, le prix d'entrée, c'était 50 sous. En 1929, ça tombe à 20 sous. Alors, c'est des années de vache maigre. On fait tirer des sacs d'épicerie pendant la soirée. On fait tirer un jambon. Alors, c'est comme ça qu'on réussit aussi à attirer le monde. Mais les gens ont besoin, de toute façon, de rire dans ces temps de crise-là. Mais en 1936, quand même, on lui offre un bon cachet. Alors, elle fait le saut au Théâtre national. Et la salle appartenait, en fait, à France Film. Et c'est comme ça que le théâtre burlesque, les autres vont imiter le national. C'est qu'on craignait que le cinéma vide les salles de théâtre burlesque. Mais on va présenter des films. Alors, on imagine une soirée pour l'ouvrier, l'ouvrière, surtout l'ouvrière, parce que c'était majoritairement des femmes, et puis qui amenaient leur mari, d'ailleurs. Pour donner une idée, écoute, pour 20 sous, vous aviez 2 longs-métrages français, vous aviez des dessins animés, l'actualité. Là, ensuite, vous aviez l'ouverture musicale, où on présentait les comédiens, puis les invités, les chanteurs et tout ça, les musiciens. Là. Et ensuite, il y avait un sketch. On appelait ça des bits. Donc, c'est un sketch qui pouvait aller de 3 à 15 minutes, selon l'inspiration, la réaction de la salle. L'ad-lib, là, comme on dit. L'ad-lib, c'était grandement improvisé. Il y avait ce qu'on appelait les spécialités. Donc, c'est un chanteur invité. Ça peut être autre chose également. Ça peut être un monologuiste. Puis, même les chanteurs, quand des journées où c'était vraiment de vache maigre, là, où c'était vraiment difficile, c'était un concours d'amateurs, de chanteurs. Donc, plutôt qu'à d'engager un chanteur, on n'avait pas à payer un cachet. Donc, on se débrouille comme ça. Et puis, la ligne de danseuse disparaît dans les années 30. C'est souvent ce qui distingue le burlesque du vaudeville. Le burlesque, il y avait la ligne de danseuse entre les changements de numéros, mais pendant la crise, ça coûte cher, une série de danseuses comme ça. Pour vous donner, c'est quand même 15 comédiens, 5 musiciens, plus les artistes invités, dont Alice Robbie, qui va faire ses premiers pas sur la scène du National. En fait, elle va vivre pendant 1 an chez Rose Ouellette et Gertrude Bellerive. Ils habitaient sur Berry à cette époque-là. Ils vont la loger pendant 1 an. Alors, elle commence sa carrière, elle avait même pas 15 ans quand elle a commencé. Alice Robbie était toute jeune, c'est un enfant. Alors, Rose Ouellette devient comme une espèce de mère un peu remplaçante pour elle. Et puis, donc, c'est une soirée vraiment, il y en a pour leur argent. Ça dure combien de temps? Il y avait la grande comédie à la fin. Tout ça, c'est un bon 3 heures, en tout et pour tout. Évidemment, on n'est pas obligé d'aller voir les films, on peut arriver plus tard. Ça commençait à 11h15, il y avait 2 spectacles par jour. Ça commençait à 11h15, et plus tard, il y avait la présentation de soirée. Et quand elle était au quartier, pour vous donner une idée, ces gens étaient cinglés, on va se le dire. C'était travaillé comme ça n'avait aucun sens. Ils faisaient leur présentation matinale au quartier. Après, ils partaient, ils allaient au Dominion. Quartier, c'est Notre-Dame-Ouest, c'est à Saint-Henri. Après, ils partaient au Dominion, qui va être le futur le théâtre La Tulipe d'aujourd'hui. Ils donnaient une présentation au Dominion et ils repartaient au quartier pour faire la présentation de fin de soirée. Donc, ils jouaient 3 fois? Ils jouaient 3 fois. Il devait être complètement lessivé. J'imagine. Il y avait énormément d'énergie. Je sais que les hommes buvaient beaucoup à l'époque, mais ce n'était pas le cas des femmes, par contre. Est-ce que le public qui allait dans ces spectacles-là, est-ce qu'il y avait de l'alcool? Non, pas dans les théâtres. Non. Hein? C'était dans les cabarets, par contre. On pourrait y arriver plus tard. Alors, ouais. Et là, évidemment, vous avez donné des exemples, mais
quelques exemples de numéros qui ont peut-être rendu célèbre Rose Ouellette et puis des numéros de l'époque. Des gags qui peuvent être drôles et qui expliquent pourquoi les bien-pensants disaient que c'était vulgaire. Mais en fait, c'était grivois. On va dire que c'était grivois, mais où démarquer la ligne entre ce qui est grivois et ce qui est vulgaire, ça appartient à tous et chacun. Mais un des gags, c'était le photographe qui, vous savez, à l'époque, la caméra était sur un trépied, puis il y avait un voile noir sur la caméra. Et là, le photographe, il dit, j'ai oublié mes plaquettes, j'ai oublié mes plaques. Là, il quittait la scène. Et là, Rose Ouellette était avec deux autres comédiennes, puis elle était curieuse. Qu'est-ce qu'il voit là? Fait que là, elle se glisse en dessous du voile pour voir qu'est-ce que le photographe il voit. Et pour l'occasion, coïncidence, elle porte une longue robe noire. Alors, déjà, je pense que vous voyez le punch. Quand le photographe revient, il se glisse en dessous de la robe à Rose Ouellette. Un autre gag qui avait fait que les gens avaient bien ri, c'était il y avait à l'époque un chanteur d'opérette qui s'appelait Luis Mariano. C'était un basque, d'origine basque, très populaire. Là. Puis là, le sketch, c'est ils veulent voir Luis Mariano, ils veulent le rencontrer. Et puis, elle joue avec deux autres comédiennes qui sont des belles femmes, des jolies femmes. Juliette Pitry, puis l'autre, je pense que c'était Germaine de Varenne, je ne suis pas sûr. Mais c'est bon, on s'entend que Rose Ouellette a bien des qualités, mais elle n'a pas nécessairement le sex appeal. Hein. Mais pourtant, on comprend que c'est elle qui est en train de séduire Luis Mariano. Et pendant qu'ils sont dans une chambre d'hôtel, pendant qu'ils discutent, tout excité à le rencontrer, Rose Ouellette, la poune, ouvre la porte. Et là, sort une paire de pantalons et elle dit « Allez donc me repasser ça, ces culottes-là, mes guidounes. » Et là, tout le monde comprend que Louis est dans la chambre de Rose Ouellette. Et donc, ça se voulait grivois et ça va le devenir plus avec le théâtre des variétés. Avec Rose Ouellette, ça demeure toujours un double sens. En fait, le jeu de Rose Ouellette n'est pas si éloigné de Dominique et Martin. C'est drôle, hein? Mais c'est un peu la même dynamique. Elle va toujours dévier les sujets de conversation entamés par le straight, par le faire-valoir. Et plus souvent qu'autrement, donner un double sens à ce qu'il va dire. Et le double sens, c'est souvent grivois. Alors, c'est ce qui fait rire les gens. Aujourd'hui, ça ferait moins rire parce que l'humour, disons, qui a rapport avec la sexualité est beaucoup plus explicite. Mais à l'époque, il suffisait que ce soit implicite. Les enfants ne comprenaient pas. Et à la limite, ils trouvaient le gag au premier degré, puis c'était bien correct. Mais les adultes, eux, comprenaient le deuxième degré. Puis ils vont poursuivre comme ça. Capitaine Bonhomme, c'était improvisé. Hein? Il allait au bar avant d'aller en direct. Puis il rentrait sur scène, puis il était déjà... Capitaine Bonhomme, Michel Noël, il était déjà Yves. Là. Il connaissait le début de l'histoire, mais il ne savait pas comment la finir avant d'arriver sur scène. En direct à la télé. En direct à la télé. Des centaines de milliers de téléspectateurs. Exactement. L'âge d'or du burlesque, vous situez ça où à peu près? Et est-ce que c'était uniquement... Comment je dirais ça? Est-ce que c'était uniquement un divertissement populaire ou ça pouvait être aussi une sorte de plaisir coupable pour certaines élites? C'est une bonne question. C'était d'abord un théâtre populaire, évidemment. La grande majorité des ouvriers, des ouvrières, des chômeurs, des chômeuses. Mais parfois, il y avait des avocats, des notaires, des médecins qui se glissaient dans la salle une fois que les lumières étaient éteintes, pour ne pas se faire connaître peut-être. Et il y avait Pierre-Luc Trudeau, qui a déjà dit qu'il allait, quand il était étudiant, qu'il allait voir ça. Et puis, ça, c'est plus drôle, c'est le président, en fait, le futur président français, Valéry Giscard d'Estaing, qui était prof à ce moment-là au collège Stanislas. Ouais. Et puis, il est allé voir 3-4 fois la Poune au Théâtre National. Vous savez, le National, c'était... quand le tramway arrivait en face du National, il disait « Terminus, le monde débarque, on est chez la Poune ». Parce qu'il savait que tout le monde débarquait puis il allait chez la Poune. Et on dit que les ruraux, quand ils arrivaient à Montréal, ils allaient à l'Oratoire, il allait au National, dans des places à l'Église. Alors, dans la même journée? Dans la même journée. Et pour raconter une petite anecdote drôle, c'est que Robert Bourassa, sa première visite officielle en France en tant que premier ministre, en décembre 1974, il rencontre Valéry Giscard d'Estaing. Et la première chose qu'il lui demande, Valéry, c'est « Comment va la Poune? » La première question que posait à Bourassa. Et tout le monde se demandait « Mais qu'est-ce qui c'est donc bien long, de réunion, qu'est-ce qu'ils se disent? »
il se faisait des hypothèses sur les enjeux qui étaient... En réalité, il parlait de la poune. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai lu aussi le compte-rendu que faisait Jean-Claude Rivet, son conseiller de Robert Bourassa, justement, qui attendait dans la limousine et qui dit « Mais Robert, c'était donc bien long. » Ben oui, il me parlait de la poune, ça a été plus long que prévu. Alors, revenons un peu sur les contenus. Est-ce qu'on peut dire que cet humour un peu grivois, un peu... est-ce que ça a préparé les esprits aux changements qui se sont opérés dans le Québec des années 60 et jusqu'à quel point on peut attribuer ça en partie à cette espèce d'humour un peu qui se moque des puissants, je ne sais pas, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de message politique. Non, ben en fait, c'est plus au niveau symbolique. En fait, il y a un affranchissement provisoire, disons, de l'autorité. C'est typique des burlesques. Il doit y avoir un renversement de l'autorité à quelque part. C'est juste que là, c'était pas l'Église, évidemment. C'était pas le clergé, c'était pas les politiciens. C'était le paternel, c'était la mère, c'était le père qui refusait le choix, le prétendant, par exemple. C'est très comédien de l'art, là. On refuse le prétendant, par exemple, de la poune. La poune, elle est intéressée à tel garçon, on lui refuse ça. Alors, elle va prendre les moyens pour avoir ce qu'elle veut, en fait. Donc, elle est maître d'elle-même. C'est vraiment une affirmation d'indépendance. Et dans le burlesque, il n'y avait pas cette mère au foyer, gardienne des traditions. C'était pas comme ça. Au contraire, souvent, la mère prenait le parti de sa fille et elle aimait justement les loisirs, aller au cinéma, aller dans les boîtes de jazz. Donc, c'est pas la gardienne des traditions. Et c'est pas non plus religieux, hein? Ça se veut quand même assez laïque, comme à la limite, on va se moquer un peu, mais c'est pas... donc, il y a cette espèce de... Et puis, le paternel, souvent, va être dupé par la fille. Donc, dupé donc, il va admettre sa défaite parce qu'elle a été plus fine que lui, elle a été un peu plus intelligente que lui. Et la poune joue bien ce rôle-là, un rôle... en fait, elle va s'accaparer les attributs masculins du comique. Hein, la débrouillardise, l'aspect moqueur, la logique un peu tordue, le jeu physique. Et donc, elle est peut-être de petite taille, mais elle est dynamique, énergique, intelligente. Puis, elle va déjouer le personnage que l'on suppose plus imposant qu'elle. Alors déjà, il y a vraiment il y a un affranchissement là. C'est un personnage qui n'accepte pas la place qu'on veut lui assigner ou le prétendant qu'on veut lui offrir. Exactement. Donc, elle est libre dans la vie et sur scène. Et là, en 1953, c'est la fin du National pour elle. Elle va aller travailler avec un certain Jean Grimaldi. C'est un personnage que vous trouvez assez fascinant. Parlez-nous-en un peu de cette période-là. Jean Grimaldi, il est là déjà depuis un bon bout de temps. Lui, c'est un Corse, en fait. Oui. Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, il a combattu avec des Canadiens français. Et puis, il ne reconnaissait pas l'accent. Lui, il n'avait aucune idée qu'il y avait des gens qui parlaient français au Canada. Et puis, pour lui, c'était des Autochtones, les flèches, les plumes. C'est l'idée qu'il s'en faisait. Alors, et là, il questionne, et là, on lui dit, non, on est des Canadiens français, etc. Et il s'est promis qu'après la guerre, parce qu'il trouvait drôle, il trouvait de bonne humeur, il trouvait qu'il était farceur. Puis il a dit, après la guerre, je me promets, je vais aller au Canada. Et il vient au Canada. Et c'est un chanteur, il avait une très belle voix. Donc lui, il commence comme ça. Et puis il va devenir tranquillement, il va jouer au théâtre et tout ça. Il va devenir en fait le directeur de troupe de la Bolduc. Alors c'est comme ça qu'il lance sa carrière. Il va avoir plusieurs théâtres arcade notamment, qui maintenant c'est les TVA puis MaTV qui sont là. C'est le théâtre arcade. Et puis il va prendre la direction du Gaiety, qui était un théâtre de stripteaseuses qui avait fermé pour des raisons de striptease. Et puis, il va en faire le Radio Cité, une espèce de musical. C'était pas tout à fait du burlesque. C'était dans le burlesque, mais on dit que c'était plus du musical. Et puis, il va engager Rose Ouellette. En fait, il va même faire une pièce pour elle, La poune monte à la lune. Et puis, elle va jouer là et elle va accompagner Grimaldi lors de ses troupes. Et ça, il faut la peine de raconter ça, même si on s'étire, parce que c'est trop... pour montrer à quel point ces gens-là étaient complètement... ils se donnaient complètement pour leur métier. Parce que Grimaldi, lui, il va traverser le Québec d'est en ouest, du nord au sud. Il va aller jusqu'en Nouvelle-Angleterre, en Gaspésie, Bécomo, Anticosti. Il va aller à Val-d'Or, là, qui n'a même pas de route. Ils prennent une espèce de pirogue pour se rendre dans le village. Ils vont en Anticosti en avion. Il va à Bécomo dans un bateau de pêche.
Et puis, Olivier Guimond, lui, fils, il n'arrête pas de faire des simagrées, des grimaces, puis il ferait le pêcheur, le pilote qui oublie de piloter, finalement, qui oublie de naviguer, puis là, ils vont cogner un récif. Et l'eau va rentrer dans le bateau. Et là, les femmes arrachent leurs robes pour faire, puis les hommes leur vestent ce qu'ils ont de vêtements pour boucher les trous pour ne pas couler. Ça donne une idée. Ça pouvait prendre 4 heures juste franchir 50 km parce qu'il faisait 8 crevaisons. Donc, c'était en pleine tempête de neige. C'était assez fabuleux, en fait. C'est pas parce que c'était payant, là, je veux dire. C'était juste la aller à la rencontre des gens. Aller à la rencontre des gens, faire connaître leur métier au Québec. Changer les idées alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de divertissement dans les régions reculées, périphériques. Exact. Où il n'y avait pas de salle de théâtre, donc on jouait dans les sous-sols d'église. Puis s'il n'y avait pas de sous-sol, on jouait dans l'église. Après, ça a été entendu avec le curé. Et là, ça, c'est drôle parce que Jean Grimaldi écrivait des lettres. Il envoyait des lettres avant son arrivée. Puis il envoyait ça aux personnes concernées. Il disait qu'il n'y aura pas de vulgarité, il voulait préparer la table. Mais les curés de paroisse, c'est pas le haut clergé. Ouais, c'est ça. Ils viennent souvent du peuple, puis ils assistaient eux-mêmes aux comédies. Il n'y avait pas de problème avec ça. C'était cuisses, ils trouvaient ça drôle. Oui, exactement. Sûrement. Donc, on enlevait les saintes espèces, puis les gens venaient prêter des meubles, des tables pour faire la scène, et on jouait la comédie comme ça. Alors, qu'est-ce qui a amené le déclin du burlesque? Est-ce que c'est les cabarets? Est-ce que c'est la télévision? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50, 60 surtout, pour que ce genre-là décline? Décline, oui. À partir déjà de 53. Déjà, quand la Poune quitte le national, c'est qu'elle sent que déjà, il y a moins de monde. Elle sent qu'elle fait quand même 7 jours sur 7, salle comble, 2 spectacles par jour. On estime à plus de 3 millions de personnes qui ont vu la Poune sur la scène du national. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Mais elle sent le déclin. C'est les cabarets, d'abord, parce que les comédiens vont au cabaret parce que c'est plus payant, tout simplement. Et là, donc c'est au cabaret qu'on fait des sketchs, finalement. Exact. Donc, il y a de la chanson, mais il y a du sketch. Il y a du sketch. En fait, c'est typique, le comique avec le faire-valoir. Hein. C'est ce qu'on va représenter dans le cabaret. Et puis, il y a la télévision aussi, qui fait mal, mais c'est surtout le cabaret, j'ai l'impression, parce que les comédiens du burlesque ne sont pas appelés encore à jouer à la télévision. Ils sont boudés, ils sont méprisés. C'est un art mineur. Même à Télémétropole? Même c'est 61 seulement. Oui, c'est ça. Donc, la télé, pas encore. C'est vraiment le cabaret. Et la Poune va, jouer pour Grimaldi, et ça dure jusqu'en 55, le Radio Cité, et elle va aller au cabaret, et elle va s'adapter à ce style-là, à un point où elle va y rester, en fait, jusqu'à la fin des années 70, quand même. À la fin des années 70, elle faisait une dizaine de représentations par semaine, alors qu'elle était rendue... 75 ans. Elle était rendue pas loin d'être octogénaire, quand même. C'est quand même incroyable. Puis c'est quand même incroyable. Oh, puis c'est dans des hôtels, dans des clubs, comme on disait à l'époque. Ouais. C'est évidemment... Et les comédiens... Le cabaret a dû aussi... L'âge d'or du cabaret, c'est l'après-guerre. Hein, c'est les années 50. C'est Jacques Normand qui va partir ça, en fait, qui va être engagé par... par Frank Cotroni, mais ça, à l'époque, on disait que c'était pas Frank Cotroni, c'était Armand Courville, mais le vrai propriétaire, c'était Frank Cotroni. Il va être engagé par lui, puis il a demandé de faire de son cabaret, qui était plutôt miteux, en fait, c'était le Val d'Or Café. C'était un bar, c'est un cabaret country anglophone. Il va lui demander d'en faire un cabaret français. Et c'est la chanson française, en fait, qui revient beaucoup à la mode. Hein. Il y a eu la guerre, il y a comme une parenthèse. Après la guerre, la chanson française revient vraiment à la mode. Et Jacques Normand, c'est un de ceux qui va vraiment, avec ses émissions de radio, va avoir des émissions de radio sur la chanson française. Et donc, la Poune va jouer aussi pour Jacques Normand, mais son premier cabaret, c'est le Café de l'Est, qui était sur Notre-Dame dans l'Est. Le bâtiment n'existe plus, il a explosé pendant la guerre des motards. Oui, bon. Yeah. Et puis Télémétropole, est-ce que ça va donner un nouveau souffle aussi à la carrière de la Poune? Est-ce qu'elle va jouer à Télémétropole? Elle va jouer à Télémétropole, elle va participer à plusieurs émissions de télévision. Et ça, malheureusement, il n'y a presque plus d'archives de ça. Hein? Vous savez que c'était du direct. Donc, les Cré-Basile, ces émissions que les gens écoutaient et adoraient dans les années 60. Le Capitaine avec Bonhomme, le Capitaine Bonhomme, etc. puis Olivier Guimond. Oui, parce qu'en fait, il y a eu un incendie dans les archives de TVA. Oui, d'accord. Et puis, il n'y a pratiquement rien resté de ça. Puis elle avait ses émissions? Oui, elle était invitée? Dans Les Brillants, Les Monos et les Pinsons, les émissions là, de l'époque, là, Marcel Gamache, les émissions de Marcel Gamache. C'est ce genre d'émissions-là à Télémétropole. Oui, puis elle va aussi, elle va faire encore du cabaret. Elle va participer au Bye Bye de 1982, où la chanson de l'époque populaire, c'était Pied de poule. Évidemment, ça vient Pied de poune.
Elle va parodier E.T. Moi, je me souviens de sa dernière publicité sur Molson, comme vous pouvez encore trouver, hein? Molson qui voulait compétitionner, je pense, Boréal avec la rousse. Donc, la rousse est douce. Moi, tout le monde se parlait de ça à l'époque. Mais juste avant, il y a eu un retour quand même du burlesque grâce à Gilles Latulippe. Absolument. Est-ce que Gilles Latulippe a un peu contribué à la garder dans le coup parce qu'elle vieillissait, puis le burlesque? Oui, parce qu'en fait, il permet à Rose Ouellette de rester encore au théâtre. C'est ça. Parce que là, elle est au cabaret, c'est bien, mais reste que c'est le théâtre qui est vraiment l'endroit privilégié, si on peut dire. En fait, c'est drôle parce que la télévision va nuire au burlesque, mais en même temps, il va assurer un peu sa renaissance au théâtre des variétés. Parce que les comédiens s'ennuient du jeu ad lib, de jouer devant le public, d'entendre les réactions. Là, il y a le minutage. C'est des comédiens qui avaient un sens du timing, de la répartie vraiment incroyable, mais quand il y a un minutage télé, ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, Olivier Guimond a beaucoup de la difficulté avec la télévision. Puis vous savez, les scènes du bye-bye avec Olivier Guimond, c'est improvisé en bonne partie et c'est pas minuté. Il joue, et c'est pour ça que c'est si bon. C'est pas minuté, c'est pas comme La branche d'Olivier qui était une catastrophe. C'est ça, c'est comme si on laisse aller des artistes. Exactement. Puis on dit, bon, on va voir ce que ça donne, puis on espère que, bon... Ça donnait généralement des bons résultats. Oui, on en parlait justement avant de venir sur scène, les scènes d'anthologie de ces bye-bye. Exact. Donc, Gilles Latulippe va fonder le Théâtre des variétés, qui était le Dominion, qui déjà avait joué du burlesque pendant longtemps. Là, je pense qu'il montrait des films à ce moment-là. Et il va rapatrier tous ces comédiens-là, dont Rose Ouellette. Et occasionnellement, elle est la vedette du Théâtre des variétés pendant les années 70 puis 80 aussi, une partie des années 80. Il va vraiment reprendre la même formule que le National, en fait. Les films français, comédies françaises au départ, dessins animés, il va prendre la même formule que le National. Mais à un moment donné, les comédiens vieillissent, ils prennent leur retraite, ils meurent, comme Olivier Guimond. Puis là, il va devoir altérer la formule, il va se mettre à écrire lui-même ses propres pièces. Alors déjà, c'est différent. Mais la Poune va avoir une espèce de reconnaissance. En fait, on va d'abord lui permettre de jouer en 1974. Elle va jouer dans Un jour, ce sera ton tour, une comédie jouée au TNM. Et là, c'est une espèce de consécration. Ah oui, là, elle change de... Ça reste la comédie, mais là, c'est du texte scripté, écrit, parce qu'on doutait. Il y en a qui disaient « c'est pas capable d'apprendre un texte », puis on disait la même chose d'Olivier Guimond. On ne leur laissait pas la chance, mais on va y laisser la chance à Rose Ouellette et elle va apprendre le texte puis elle va jouer sans problème, quoique c'était dans la deuxième partie de la pièce. Puis je disais une critique qui disait qu'elle détonnait un petit peu parce que ses pirouettes puis tout ça, ça détonnait avec l'ensemble de la pièce. Mais elle va jouer dans des pièces de théâtre d'été, qui est quand même du texte écrit. Oui, puis c'était un peu dans le fond, la poursuite sur un autre mode, mais du burlesque. Hein? Il y a beaucoup de pièces de théâtre qui ont puisé là-dedans. Écoutez, on parle d'une artiste là, qui est née en 1903, qui commence sa carrière en gros après la Première Guerre mondiale et dans les années 20, puis qui va être aimée, appréciée par des gens dans les années 80. Là. Moi, je me souviens, je suis né en 69, je me souviens très bien d'elle. C'était comme une sorte d'icône. Alors, comment expliquer qu'une femme comme ça, à partir des années 20 jusqu'à la fin jusqu'aux années 80, va avoir cet amour du public puis ce succès? Comment on peut expliquer ça? Je pense que son talent d'abord de comédienne, les gens la trouvent drôle. Ça a toujours été une femme très pleine d'humilité, de modestie. Elle n'a jamais joué à la vedette. Jamais. C'est quelque chose qui le répilait d'ailleurs. Elle est toujours très proche des gens. Les gens l'arrêtaient. C'est comme quelqu'un de la famille, pratiquement. Ouais, hein? Les gens l'arrêtaient sur la rue, puis ils parlaient, puis elle leur jasait ça. Puis elle avait pas elle n'y avait pas de mur entre elle et le public. Elle disait « J'aime mon public, puis mon public m'aime. » Ah oui, ça, je m'en souviens encore. Exact. Oui. Et quand il y avait une émission à Radio-Canada, c'était les Coqueluches, puis c'était au Complexe des Jardins. Et il avait rempli le complexe. Il rendait hommage à La Poune, évidemment, puis il avait rempli le Complexe des Jardins à craquer. Incroyable. Alors, ça vous dit l'amour que les gens lui donnaient. Même Roquebelles Oreilles l'ont fait participer à un sketch parodique. C'est ça, elle restait dans le coup. Exact. Elle est toujours restée dans le coup, un peu plus effacée, évidemment, vers la fin des années 80. Ben oui. En fait, elle prend officiellement sa retraite en 91. En 91? Donc, elle a 88 ans?
Ouais, elle est morte à 93 ans, en 96. Donc là, elle a dit, c'est fini, là. La rousse est douce. La rousse est douce, mais là, la rousse est fatiguée. Et d'ailleurs, quand elle est décédée, c'est pas drôle, mais on dit qu'elle était épuisée. Donc, elle est montée à l'hôpital, elle avait des signes d'épuisement. Et je trouve ça, je dis, wow, cette femme énergique, justement, là, c'est comme si. Minuscule en même temps. Ah, elle est toute petite, en fait. Ouais. Ça joue beaucoup avec ça, hein, ouais. le contraste de sa taille. Et avec Juliette Pétry, qui était beaucoup plus grande. Et il y a des. Donc, regarde-moi dans les yeux. Donc, les gens partent à rire, parce qu'ils ne peuvent même pas la regarder dans les yeux, comment il y avait une différence de taille. D'ailleurs, anecdote comme ça, ça me rappelle, pour dire dans les cabarets, c'était pas facile de jouer dans les cabarets, mais j'imagine dans les années 70, les gens étaient un peu plus respectueux. Là. Dans les années 50, 60, c'était pas facile dans les cabarets. Il y avait de la criminalité, puis les gens, souvent des gens ivres. Il s'en passait des choses. Puis Juliette Pétry, c'était une femme corpulente. Oui, ben, très grande. Elle faisait beaucoup de costumes, des chapeaux. C'est une couturière, en fait. C'est elle qui faisait beaucoup des costumes au National. Et elle avait une espèce de chapeau à plumes. Et pendant qu'elle jouait avec Rose Ouellette sur scène, dans un cabaret, la poune, elle s'interrompt, elle dit ton chapeau est dans le fumée. Qu'est-ce que tu me racontes là, toi? Ton chapeau est dans le fumée. Elle se rend compte que non, elle est sérieuse. Et là, elle retire son chapeau, puis son chapeau est en train de flamber parce qu'il y avait un client qui avait lancé son mégot de cigarette sur son chapeau. Et Juliette Pétry, souvent, se chamaillait avec des clients, puis elle disait c'est la dernière fois que tu vas me voir, toi. Puis c'était la dernière fois, elle ne retournait pas dans ça. Il y avait des cabarets plus miteux que d'autres, disons. Il y avait des cabarets mieux tenus que d'autres, comme le Casaloma, c'est un cabaret chic. Le Café de l'Est, ça dépendait des soirs. Oui. Donc, vous dites qu'elle est décédée donc, en 96. Donc, on n'a pas sa maladie. Et vous dites épuisement de vieillesse. De vieillesse, comparativement à sa compagne, Gertrude Bellerive, hein, qui est décédée beaucoup plus tôt, en 71. Elle était seulement âgée de 68 ans. Elle est morte d'un infarctus. Et ça a été très dur dans la vie de Rose Ouellette. Ça a été un gros deuil. D'ailleurs, quand il y a eu les services funérailles, elle n'a pas été capable de suivre le service. Après 3 minutes, elle a quitté. Donc, en conclusion, en 2 mots, Rose Ouellette, une figure de la liberté pour vous? Ah, complètement. Sur scène, dans la vie, écoutez, directrice de 2 théâtres, première comique, elle joue le rôle du comique et elle s'accapare des attributs masculins du personnage et qui vit avec une autre femme pendant toutes ces années-là, à l'insu de tout le monde. C'est plutôt drôle. Les gens n'avaient pas m'allumer, mais tu comprends. Mais je trouve ça remarquable. Puis, ça a été une féministe sans porter l'étiquette, en fait. C'est comme ça que je perçois Rose Ouellette. Robert Held, merci beaucoup.